Vendredi 1er novembre 2019, bonne fête de Toussaint, bonjour et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Mettre de côté un capital pour vos enfants est sans doute la meilleure option pour financer plus facilement leurs études, une stratégie pour assurer sans difficulté leur avenir, mais très peu de personnes y accordent un intérêt. Placer l'efficacité économique au service de l'intérêt général, c'est le but visé par l'entrepreneuriat social, un concept qui veut résoudre les problèmes sociaux auxquels les communautés sont confrontées. L'hyperlordose lombaire à ne pas confondre avec la lordose lombaire est une maladie qui touche le creux au milieu du dos. Elle résulte souvent de certaines de nos postures. On en parle dans ce journal. Aujourd'hui, 1er novembre, c'est la Toussaint, une fête au cours de laquelle l'Église catholique latine honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Cette fête est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. La solennité de la Toussaint témoigne de l'espérance chrétienne devant la mort. Elle atteste qu'à la fin de notre existence terrestre, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Les enfants ont besoin de l'appui financier de leurs parents pour les études et bien d'autres besoins. Pour satisfaire ces besoins sans grande difficulté, l'épargne des parents pour leurs enfants est peut-être la solution. Pourtant, cette habitude s'observe rarement en Afrique. Quelle est l'utilité de l'épargne des parents pour leurs enfants? Fifame Atadeji et Edwige Agossou pour le reportage. L'épargne pour ces enfants, c'est très important. Enfants, les gens disent épargner pour son enfant, c'est résoudre les éventuelles difficultés auxquelles il pourrait faire face dans l'avenir. Plusieurs géniteurs attendent d'avoir de l'argent en abondance avant d'épargner. Le temps n'est pas encore bon. Sinon, même si c'est 25 francs, je vais économiser pour mes enfants. Erreur. Point n'est besoin d'être financièrement aisé avant d'épargner. Tout est question de volonté et d'organisation. En langue fond, ils appellent ça souvent Dukbo. Et normalement, ce n'est pas ce qu'on devait voir. Les besoins se font de plus en plus fréquents. Et dès que vous dépensez, vous vous mettez à dépenser. Ce n'est pas évident qu'il y ait un reste à épargner. Il faut mettre de côté avant même de dépenser. Et c'est toute l'importance de l'épargne. Anticiper sur les besoins à court et à long terme de l'enfant. Quand vous allez dans un centre de santé que vous n'avez pas de l'argent, personne ne se préoccupe de vous. Vous devez forcément avoir de l'argent pour pouvoir assurer les soins de santé de vos enfants. Quand vous épargnez pour eux, vous pouvez rapidement prendre dans cette épargne-là pour pouvoir assurer leurs soins. Il y a la scolarité. Chaque 1 an, si les parents pouvaient épargner pour leurs enfants afin de se préparer, ce serait quand même bien. Le marché de l'emploi étant de plus en plus saturé, épargner pour un enfant peut donc lui permettre d'avoir un capital pour entreprendre une activité dès qu'il sera majeur, ce qui le mettrait à l'abri du chômage. Il faut créer des emplois et ce n'est pas les domaines qui manquent ni le savoir pour le faire. Du coup, ce qui manque, c'est les moyens. Et si les parents déjà essaient de faire ça, ce n'est pas l'absence des sponsors qui va te décourager. Si mon papa avait déjà fait des trucs comme ça, moi j'allais déjà dépasser ce niveau. Que ce soit pour ses études ou pour ses besoins après sa majorité, lui offrir un capital pour mieux s'insérer dans la vie active serait le plus beau cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant. Pour y parvenir, épargner peut se révéler la meilleure solution. Depuis quelques années se développe une nouvelle forme d'entrepreneuriat dans le monde. Il s'agit de l'entrepreneuriat social. Il vient résoudre les problèmes sociaux auxquels les communautés sont confrontées. Pour mieux cerner le concept, un spécialiste nous édifie au micro de Joseph Bonquet, Dotou et Rodrigue Blondoumé. L'entrepreneuriat, c'est observer, saisir des opportunités et agir. L'entrepreneuriat social, c'est ce type d'entrepreneuriat qui ne vise en réalité pas le profit. Il faut chercher à satisfaire un certain nombre de besoins tout en encadrant le gain pour que la plus grande masse puisse en bénéficier.
L'entrepreneur social doit être motivé parce que ce n'est pas plus facile de chercher à régler les problèmes des autres sans pour autant viser le profit. Il y a ce que nous appelons, nous autres, l'information, la formation et l'action pour une transformation sociale. Et donc, quand vous vous initiez, qu'il y a ces outils-là qui vous accompagnent, c'est clair que votre culture, votre esprit d'entreprise est forcément élevé. Et ce qui est important ici, c'est que dans la mobilisation des ressources, vous ne pourriez pas aller seul dans l'entrepreneuriat social. Vous avez les associations, vous avez les mutuelles qui interviennent dans le financement. Ce sont des fonds qu'on collecte auprès d'autres et qu'on met à disposition de certains autres encore, afin qu'ils puissent les tourner, retournent avec tout ce qu'il y a comme bénéfice et donc on réinvestit, de sorte à ce que la chaîne se tienne. Si tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, alors tout le monde peut se lancer également dans l'entrepreneuriat social. Pour la simple raison que nous vivons tous dans une communauté donnée. Il y a des questions existentielles, des questions d'urgence et autres qu'il faut régler dans ces communautés-là. L'entrepreneuriat social est la seule alternative, à notre sens pour l'instant, la plus durable pour résorber un certain nombre de problèmes. Parlons santé à présent, la lordose lombaire n'est pas une maladie comme certains le pensent. Elle est plutôt une partie indispensable au squelette de tout être humain. Quand des anomalies surviennent, on parle alors d'hyperlordose lombaire. Elle résulte souvent de nos différentes postures, de la grossesse, des chaussures que nous portons et parfois des sacs à dos très chargés ou inappropriés. Le mal n'épargne pas les enfants, mais dans certains cas, il peut être traité. Reportage Françoise Insou, Marianne Bossemedi. Le squelette humain est composé entre autres de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain. La lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire. C'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler donc d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes telles que le port de chaussures à talons peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire. Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% du poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais. Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés. On peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement d'antéro-postérieur sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû à la charge de son sac, etc.
Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vertébrale et aux disques intervertébraux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrer correctement nos fesses dans les sièges. Utiliser des sièges qui ont des dossiers, donc qui ont le dos presque droit. Sinon, je veux dire droit. Lorsque nous nous asseyons dans notre voiture, redressons notre dossier pour que ça soit droit. Il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur engin. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs. Hors du Bénin, tout fait pour que les femmes aient égal accès à la chose foncière plutôt dans 10 pays de l'Afrique subsaharienne. C'est l'objectif visé par la Fondation Konrad Adenauer en mettant au point l'initiative spéciale Un seul monde sans fin. 3 ans après, les acteurs des zones d'intervention du projet se sont réunis à Lomé pour faire le point et réorienter les autres interventions pour les 2 ans à venir. Augustin Kossi de la télévision togolaise. Avec le projet Un seul monde sans fin en Afrique subsaharienne, ce sont les femmes qui gagnent dans leur droit d'accès à la terre. L'initiative est mise en œuvre dans 10 pays dont le Togo. Au Bénin, tout comme au Burkina Faso, le projet a fait des émules 3 ans après. Le travail que nous avons fait au niveau du Burkina, c'est amener d'abord les propriétaires fonciers qui sont des hommes à comprendre la nécessité de pouvoir faire en sorte que les actrices importantes comme les femmes puissent posséder de la terre. Au Bénin, par exemple, dans 12 communes où nous sommes intervenus, il y a beaucoup de femmes qui ont osé, qui ont brisé le silence et qui ont revendiqué leur droit d'accès à la terre et ont eu gain de cause. Au Togo, l'exécution du projet est surtout facilitée par le nouveau code foncier et domanial. Longtemps tabou, le droit d'accès des femmes à la terre dans les zones d'intervention de l'initiative s'améliore. Effectivement, le nouveau code foncier aujourd'hui consacre l'égalité et l'équité de la femme et de l'homme en matière de succession, en matière d'héritage. Des comités de suivi de problèmes fonciers de la femme que nous avons mis en place dans les zones de projet. Et à partir de ces comités, on remarque cet enthousiasme des femmes à aller vers ce comité pour poser leurs difficultés, revendiquer leurs droits. Toutes ces expériences et acquis vont être partagés ici à Lomé. Les experts et personnes ressources font le bilan de cette première partie. Ils réfléchissent sur les bonnes pratiques afin de réorienter les interventions. C'est une initiative spéciale du ministère fédéral allemand pour la coopération internationale et le développement pour lutter contre la pauvreté et la faim. La première phase, le focus était sur la sensibilisation des communes, vraiment des zones rurales. Il faut travailler sur un changement de mentalité, il faut des bases juridiques nécessaires. C'est pour ça qu'il faut encore continuer notre engagement. Les réflexions stratégiques de Lomé vont conduire indubitablement à l'atteinte des objectifs. Réduire ces inégalités sociales et parvenir à zéro faim d'ici à 2022. En Tanzanie, les expéditions de café devraient atteindre 50 000 tonnes durant la saison 2019-2020. Ce volume marque une régression de plus de 25% par rapport aux 68 000 tonnes exportées un an plus tôt. En plus des conditions climatiques défavorables, les autorités indiquent que la contre-performance de cette saison sera surtout liée aux nombreuses difficultés de la filière. Il s'agit notamment de la volatilité du marché qui décourage les producteurs, des mauvaises pratiques agricoles et de la faible application des engrais. La Tanzanie ambitionne de récolter 100 000 tonnes de café durant les 4 prochaines années. Depuis l'an 2000, la filière fournit au moins 5% des recettes d'exportation de marchandises du pays. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.